va dire, moi j'appellerais ça un portrait robot d'un groupuscule d'extrême gauche des années 70. Une sorte de syncrétisme de ces groupuscules de l'époque. On a appelé ça après un tout petit peu plus tard les années de plomb, hein, avec l'Italie. Action directe en France, il y avait les FTP, une résurgence des FTP aussi, avec un gars qui s'appelait François Perrat, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est le portrait robot de ces groupuscules qui pratiquaient la violence politique. Et en filigrane, ça par contre Manchette l'assumait vraiment, c'est une critique de la violence en politique quand même. Alors que Manchette lui-même était plutôt de ce bord-là, quoi, hein. Mais il pouvait être très critique vis-à-vis de son propre bord, quoi. La preuve dans ce bouquin, quoi. Alors d'abord, il y a une chose très simple à dire qui explique un peu tout dans ma relation avec cet auteur, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai choisi au départ, c'est son fils et mon éditeur qui m'ont appelé pour me proposer des adaptations. Voilà. Donc je ne le connaissais que de réputation à l'époque. Bien sûr, je connaissais le travail de Tardy dessus, et puis la réputation du littérateur, on va dire. Parce que pour moi, c'est un écrivain avant tout, avant même que d'être un écrivain de polar ou de roman noir, quoi. Et ça, j'ai pu vraiment le vérifier dès la première lecture. C'est heureusement, le hasard a bien fait les choses, c'est-à-dire que maintenant, je me dis, si vraiment j'avais dû écrire un jour, j'aurais aimé écrire comme ça, vraiment, quoi. On travaille avec, en relation assez étroite avec Doug Hedline, qui est donc le fils de Jean-Patrick Manchette. Disons que j'ai les coups des libres, quoi. Je travaille d'abord dans un premier jet avec mon propre découpage, et ensuite je le confronte avec les desiderata et les idées de Doug Hedline, voilà, qui intervient assez souvent, régulièrement, on va dire quasiment page après page. Et puis, ce qui donne lieu à un travail normal, c'est-à-dire des discussions, des fois un petit peu âpres, pas souvent quand même, pas souvent, mais quand même. Doug Hedline étant vraiment le digne héritier de son père, c'est quelqu'un de très cultivé d'abord, avec un esprit très vif, qui peut être très frontal, mais sans arrière-pensée. En fait, disons qu'il a une attitude que j'aime beaucoup dans le travail, quoi. Voilà. Donc on fonctionne comme ça. C'est pas du tout quelque chose de nouveau ou de rare finalement, parce que dans les débuts de la bande dessinée franco-belge, on va dire, Jacobs, il y avait beaucoup de hors-texte, par exemple, dedans. Sauf que lui, c'était un parti pris de narration presque candide, voire naïve, volontairement, je pense. Ça fait partie intégrante de son style, mais où lui, il paraphrasait avec le dessin ses textes et vice-versa. Alors que là, ça nous arrive de paraphraser, mais il faut vraiment que l'intention soit nette là-dessus, quoi. Sur ce sens-là qu'on veut donner à un moment donné. Donc on paraphrase rarement quand même. Disons que quand même ça se renvoie en miroir entre le texte et le dessin la plupart du temps. Et ça, en dehors même des idées de Doug Hedline là-dessus, ouais, j'adore ça, ce système-là. Où notamment, puisque je dois, entre guillemets, adapter, je dirais plutôt traduire cet auteur, je dis traduire parce que finalement, mon intention est de faire passer mon admiration de lecteur, avant tout. C'est un postulat très simple, très sobre. D'abord, il faut que le lecteur ressente l'admiration du dessinateur et du scénariste pour l'auteur. Ça, c'est mon postulat de base. Et donc, ensuite, il y a des hors-textes, pour moi, qui sont imparables. Il faut qu'ils soient là, quoi. C'est-à-dire la présence de l'écrivain réel, et notamment le choix de la police de caractère, qui est très simple, c'est pas une innovation non plus, mais de choisir le caractère un peu Underwood, graphiquement, exprime la présence physique de l'écrivain. Voilà. L'intention est voulue comme ça. Je pense que c'est ce qui fait vraiment
l'intérêt au plus haut point de ce roman de Manchette. C'est-à-dire que qui est-ce qui, lorsqu'il reçoit la pâtée des infos à la télévision, sur des événements comme ça, sur des groupuscules qui enlèvent des personnes, qui est-ce qui arrive à détecter que derrière ça, il y a quand même des êtres humains, quoi. Et donc, avec leur définition, peut-être avec une infinité de variations au sein même du groupe. Voilà, ça, on s'en doute pas. On prend toujours ça comme une espèce de monolithe de violence, quoi. Voilà, tous axés sur le but à atteindre, avec les moyens les plus violents, ainsi de suite, dont ils disposent. Et on n'imagine pas, ça chante tout le temps, ça oblitère complètement l'aspect humain, réellement, quoi. D'ailleurs, je pense que ça, on doit pouvoir s'en rendre compte lorsqu'il y a procès, ensuite, qu'on a quand même affaire à des humains, quelle que soit la violence des gens qu'ils appliquent, tout ça. Il y a quand même ça aussi avant tout. Et c'est d'ailleurs, je pense, comme finalement un peu partout, dans beaucoup de registres politiques, dans les partis, par exemple, on voit bien toutes les nuances qu'il y a. On voit bien, puisqu'il y a tout le temps du tirage, tout le temps, dans tous les partis politiques, dont, a fortiori, dans des groupuscules activistes. C'est pareil, pourquoi ce serait différent? Est-ce que cette femme est légitime? Eh ben, oui, forcément, c'est normal que le lecteur se pose cette question, puisque un des personnages essentiels de l'histoire, c'est-à-dire André Pollard, un des, comment dire, celui qui a, le plus de science politique, on va dire, quoi. Voilà. En tout cas, qui a vécu politiquement plus de choses que les autres, qui sont beaucoup plus jeunes. Donc André Pollard, qui est un quinquagénaire, lui-même se pose la question. Il se demande ce que fout cette nana là, quoi. Hyper sophistiquée en plus. Donc, d'ailleurs, graphiquement, je me disais, ça va certainement beaucoup surprendre le lecteur de se dire, bon, pourquoi Caban il a foutu cette nana avec du rouge à lèvres, du rose aux joues, c'est pas crédible, quoi. Mais sauf que c'est exactement ce que pensent les autres. Donc c'est des personnages à la manchette, ça. Il est jamais vraiment manchette là où on pourrait l'attendre, quoi. C'est pas un témoignage exhaustif, quoi, de toute façon, bien sûr. Mais par la force des choses, je suis bien obligé de montrer au plus près la réalité de l'époque physique, quoi, la réalité physique de l'époque. Oui, ça. Mais ensuite, après, je sais pas, oui, c'est l'histoire en elle-même et les interactions entre les personnages qui sont vraiment, à coup sûr, puisqu'il a écrit dans ces années-là, lui-même, Manchette, qui sont à coup sûr une description des interactions de l'époque, quoi, entre, entre les flics, les politiques, ainsi de suite, quoi, puisqu'il s'agit d'un ministre à un moment donné aussi. Donc on voit bien son attitude. Et là, bon, de toute façon, il y a aussi les fantasmes de l'écrivain. Hein. Je me dis, bon, peut-être que le ministre parlait pas tout à fait comme ça, mais il y a des chances aussi, quoi, parce qu'on sait très bien que quand il n'y a pas de caméra ou de micro, ils doivent certainement balancer quelques jurons. Ils ne doivent pas avoir le même langage quand même, quoi, policé. Je me verrais bien entre Buenaventura Diaz et Pollard, entre ces deux personnages-là. Je trouve que tous les deux, ils ont quand même... bon, il y en a un qui est beaucoup plus naïf que l'autre, c'est Buenaventura. Mais en même temps, c'est le plus courageux, le plus déterminé, le plus... c'est pas le plus intellectuellement honnête, mais quand même, il a cette honnêteté, quoi, de puriste, on va dire. Puis avec le temps, moi, à l'âge que j'ai, finalement, je sais très bien que le purisme, c'est pas la meilleure des choses non plus. C'est quelque chose bon, en général, plus on est jeune, plus on est pur. Et puis ensuite, avec l'expérience et le temps qui passe, on voit bien tous les écueils que ça peut amener, quoi, le purisme. Et on le revoit d'ailleurs en ce moment-là. Bon. Et donc, je dirais Buenaventura pour ce fait de vouloir aller jusqu'au bout d'une idée politique. Et ensuite, il a quand même l'intelligence et cette perspicacité de reconnaître ses erreurs, quoi, finalement, et de faire son autocritique.
Voilà, ça, je trouve ça vraiment... je trouve que c'est un personnage intéressant par ça, quoi. C'est-à-dire, il reste pas figé quand même sur sa ligne. Quand il s'aperçoit que il s'est trompé, il se le dit, il le dit. Voilà. Et je trouve ça assez bien vu. Et Pollard, lui, qui est désabusé, quinquagénaire qui a déjà trop vécu, on va dire, qui a vraiment fait pas mal d'écarts, même politiquement. Il n'est pas très clair, quoi, pas très net. C'est un excellent personnage de la part de Manchette, ça, qui est vraiment une description assez forte. Et je me ressens bien aussi dedans, par moments, parce que c'est cette espèce d'incertitude dans la vie. Et en même temps, quand même, il va aussi jusqu'au bout, alors qu'il est désabusé, quoi. Il va aider ces jeunes, quoi. Voilà. On se demande bien pourquoi. Moi, je pense que c'est une question de solitude. Ça, c'est assez terrible. C'est un personnage poignant, les Pollards.